si vous mangez du sucre et que vous ne le brûlez pas, il va falloir le stocker. Et à ce moment-là, quand vous allez le stocker, au début, vous allez avoir la place pour le stocker, mais un moment, il n'y a plus de place. Et à ce moment-là, le sucre va circuler dans le sang. Et dans votre locomotive, vous commencez à avoir du charbon dans le circuit d'eau. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver en direct avec le docteur Réginald Alouche. Comment ça va, Doc ? Ça va très bien quand je viens vous voir. Bon, ça fait plaisir de vous voir, vous avez une mine à revenir de Floride. De Floride, oui, tout à fait, oui. La vie est dure, hein ? Non, pas dure, mais elle est extrêmement intéressante parce que j'y travaille un peu de temps en temps. Vous savez que le docteur Alouche va en Floride pour travailler. Il y en a qui vont à la plage, à Miami, mais le docteur Alouche, il va pour travailler. Travailler, oui, tout à fait. Il y a un très gros centre hospitalier, il y a le Jackson Hospital et il y a beaucoup d'hôpitaux en fait à Miami, centralisés, et particulièrement certains où on travaille sur une découverte qu'on est en train de... Mais c'est sur le diabète, hein. C'est sur le diabète, voilà, oui, c'est sur le traitement du diabète. Voilà. Bon. Et comme il y a beaucoup de diabétiques aux États-Unis, comme vous le savez, mais maintenant de toute façon tout le monde entier est touché, donc voilà. Mais aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de moyens, donc voilà. Donc c'est intéressant d'aller aux États-Unis parce que ça va un tout petit peu plus vite. Il y a deux choses dont on parle beaucoup sur le diabète. Hein. C'est cette nouvelle molécule, alors qui coûte la peau des fesses, surtout aux États-Unis, qui s'appelle comment ? Mounjaro. C'est le Mounjaro, voilà. Le Mounjaro qui est fabriqué, je crois, par Eli Lilly, mais qui est un médicament absolument incroyable puisque en fait pour les techniciens c'est un agoniste du GLP-1, c'est une hormone qui est sécrétée par le tube digestif lorsque la glycémie augmente justement et qui aide à faire de l'insuline, mais en plus il y a dedans aussi un agoniste du GIP, c'est une autre hormone, et l'avantage de ce traitement c'est qu'il ne provoque pas d'hypoglycémie et donc il permet non seulement de réduire la glycémie, de la réguler, mais aussi permet de perdre du poids parce que vous savez que il y a vraiment une corrélation entre poids, surpoids, obésité et apparition du diabète. Voilà. Et alors pourquoi ça coûte si cher ? Parce que pour le coup, c'est un traitement qui coûte très 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 cher. Ça coûte si cher. Je ne sais pas si d'un point de vue industriel, c'est très compliqué à fabriquer. Je pense que quand même, c'est un produit qui est assez complexe. D'ailleurs, c'est un produit injectable uniquement, hein, vous savez, une fois par semaine, je crois. Mais c'est surtout aussi parce que c'est une nouvelle molécule et qu'elle va être vraiment ce que les Américains, les Anglais appellent le game changer. C'est-à-dire ça va changer complètement la donne, en termes de et le traitement du diabète. Donc en fait, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui a pour vocation de nous apporter des médicaments, mais aussi de faire des bénéfices. Et c'est la règle, c'est comme ça, nous sommes dans ce système-là. Et donc, voilà, donc c'est un produit cher. Alors, deuxième découverte dont on parle beaucoup, c'est le sirop de Yagon. Ça vous dit quelque chose ? Oui, mais ça fait longtemps que ça... Ouais, là, en ce moment, c'est très la mode. C'est à la mode, et puis après, Est-ce que ça a un intérêt pour les diabétiques ? Alors, le problème de tous ces produits-là, c'est qu'effectivement, ces produits, vous savez, on avait parlé ici de la berbérine, par exemple, on avait parlé de plein de choses comme ça, qui ont un effet. Mais le problème, c'est la dose. Il faut en prendre des doses considérables pour pouvoir avoir un effet. Et quand on prend des doses considérables toujours du même produit, eh bien, ça peut poser des problèmes après sur d'autres aspects. Hein, voilà. Je rappelle que vous avez publié la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Et puis un autre livre que vous aviez publié chez Flammarion, c'était la méthode anti-diabète. C'était la nouvelle méthode d'ailleurs. Oui, en fait, pourquoi ces deux livres ? Pourquoi je les ai apportés aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un lien. Pour un médecin, le diabète, c'est une maladie, on peut le dire aujourd'hui, presque civilisationnelle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent au diabète de type 2. On parle bien de diabète de type 2. Hein. Vous voulez que je rappelle encore peut-être les différents diabètes rapidement ? Diabète de type 1, c'est 10% des diabétiques. C'est un diabète en général qui se déclare avant 20 ans et qui est lié lors d'un événement, une infection ou un gros stress, et bien à ce moment-là, l'enfant ou l'adolescent va faire des anticorps contre son propre pancréas et il va détruire son pancréas, et donc le traitement, c'est de s'injecter de l'insuline tous les jours, 3-4 fois. On parle de maladie auto-immune. Exactement. Dans ce cas-là. Exactement, maladie auto-immune. Le diabète type 2, lui, c'est 90% des diabétiques, c'est un diabète qui avant apparaissait après 50 ans, 55 ans. C'est sédentarité, je mange pas trop bien, je mange gras et sucré, et puis sucré et gras. Et puis, le problème, c'est que maintenant, le diabète de type 2, il apparaît à 25 ans, à 30 ans. Et donc, là, ça commence à devenir compliqué. Il y a à peu près
600 millions, je crois, de diabétiques dans le monde, ou un peu plus. Mais il y a surtout aussi une autre... Alors, dans un pays comme la Chine, par exemple... Dans la Chine, vous savez qu'avant le diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle le prédiabète. C'est une maladie qui est le début, le diabète stade 0, en fait. Ça commence déjà à user un peu les vaisseaux sanguins. Et il y a en Chine 493 millions de prédiabétiques. Donc pratiquement un adulte sur 2. Aux États-Unis, c'est un adulte sur 3. Est-ce que ça pourrait être lié au riz ? Oui. Ou pas du tout ? Parce que je me suis posé la question, parce que finalement, les gens qui mangent du riz ont l'impression qu'on peut en manger à volonté du riz. Non, alors là, c'est très, très intéressant. On a eu cette discussion pendant le mois du Ramadan, parce que c'est vrai que tous les soirs, on se faisait livrer du riz. Voilà. Et l'imam, il disait, mais c'est bon, c'est du riz. Voilà. Alors, le riz, c'est un vrai paradoxe. Et il y a un article dans Nature qui est paru il y a à peu près, je crois, 3 semaines, où ils ont analysé les repas de beaucoup de pays. Et ils ont essayé de voir quels étaient les aliments qui qui pouvaient provoquer le diabète. Et en numéro 1, on a le riz. C'est-à-dire qu'en fait, le riz, c'est bien quand on mange peu. Parce que ça apporte de l'énergie, c'est de l'amidon, hein, donc c'est un sucre qui va mettre un peu de temps à être absorbé. Mais, quand on en mange beaucoup, par contre, c'est-à-dire quand on a des moyens, et je crois que la Chine, ce qui a changé, c'est que... Ils mangent du riz, mais pas que. Avant, ils mangeaient un bol de riz. D'ailleurs, ça s'appelle le bol chinois. Il fait 10 cm de diamètre. Voilà, il n'est pas très grand. Et on le mange. On le voit d'ailleurs dans les films. On le voit comment ils mangent le riz. On met de la sauce, on met un peu de viande, on met un truc. Voilà, c'était la base. Mais maintenant, comme les Chinois se sont enrichis, eh ben, ils ne mangent plus un bol chinois de riz. Ils en mangent beaucoup plus. Et en fait, le riz, c'est la meilleure et la pire des choses si on en consomme beaucoup trop. On va parler d'une question alors qui est de plus en plus présente, c'est le sucre nous fait-il vieillir ? Pourquoi poser la question d'ailleurs ? Parce que, si vous voulez, le sucre aujourd'hui, c'est un peu... Vous vous souvenez de cette pièce de Harold Pinter ? Harold Pinter, c'était le gardien, je crois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un généreux, il fait rentrer un SDF dans sa maison. Il se trouve que le SDF devient assez hargneux, assez jaloux, et à la fin, c'est lui qui se retrouve dehors. Le sucre, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le sucre, c'est un ami au début, mais c'est un ami, comme tous les amis et les bons amis, il faut toujours les garder à distance. Parce que vous savez, on a tous vécu cette histoire de partir avec des amis en vacances pendant 1 mois, et puis au bout d'1 mois, on ne peut plus les voir en peinture, et pourtant on les aime toujours. Et l'année d'après, on repart avec eux. Exactement, et dans d'autres conditions. Et c'est vraiment ça le sucre. Le sucre, quand ça commence ? Ça commence quand vous êtes fœtus dans le ventre de votre maman. Qu'est-ce qui se passe ? Au 3e trimestre, vous commencez à déglutir le liquide, parce que vous êtes dans du liquide quand vous êtes dans le ventre de votre maman. Et ce liquide, il est légèrement sucré. C'est le liquide amniotique. D'accord ? Donc déjà, vous voyez, mais légèrement sucré. Oui. Ensuite, quand vous sortez et que vous découvrez ce merveilleux monde, merveilleux avec parfois des petites... eh bien, à ce moment-là, lorsque vous allez téter la première fois, le lait de votre maman, s'il est légèrement sucré, vous allez pouvoir le consommer. S'il est un peu acide, vous allez faire la grimace. C'est codé génétiquement. Et là, vous allez reculer. Pourquoi ? Parce que l'acidité du téton et du lait, ça veut dire infection bactérienne. Donc vous voyez, d'un point de vue darwinique, c'est-à-dire du point de vue de l'évolution, le sucre, un petit peu de sucre, c'est toujours considéré comme un ami. Et puis après, on commence à grandir, on va à l'école, et puis là, le sucre entre dans votre vie. C'est-à-dire sous forme de gâteaux d'anniversaire, de bonbons, de pâtisseries, de chocolat, de friandises, et ainsi de suite. Et là, il va commencer à s'installer. Et c'est là où tout se fait, parce que c'est entre 1 et 7 ans que nous faisons nos goûts. Vous voyez, si vous êtes habitué très tôt à manger très sucré, eh bien, cette habitude, elle restera inscrite en vous. Si vous avez l'habitude de manger assez peu sucré, eh bien, le sucre restera votre ami parce qu'il sera à distance. Les amis, c'est à distance si on veut avoir une vie tranquille et saine. À bonne distance. Mais est-ce que la vraie question, c'est plutôt l'excès de sucre nous fait-il vieillir et plus vite ? Parce que de toute façon, on vieillit. Vieillir, je ne connais pas de gens qui vieillissent pas. Alors, écoutez, c'est simple. Vous prenez une locomotive à vapeur. Oui. Je ne sais pas si tous nos auditeurs en ont vu. Se souviennent, si vous êtes teuf, machin. Qu'est-ce que c'est une locomotive à vapeur ? On met du charbon, et le charbon fait gonfler c'est une cocotte minute en fait. On met de l'eau fait de la pression et de la vapeur, et ça pousse des pistons, et le train avance. Voilà. Le problème, c'est que si vous ne brûlez pas le charbon,
eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire, la locomotive à vapeur? Elle va s'encrasser, parce qu'il y aura trop de charbon par rapport à l'énergie qu'elle doit donner. Et donc, c'est exactement la même chose avec le sucre. Si vous mangez du sucre et que vous ne le brûlez pas, eh ben, il va falloir le stocker. Et à ce moment-là, quand vous allez le stocker, au début, vous allez avoir la place pour le stocker, parce que qu'est-ce que fait le foie, qui est le grand régulateur du sucre? Il prend le sucre, il le transforme en graisse, en triglycérides, triglycérides. Il en fait donc, le sucre est stocké sous forme de gras. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre, parce que pour eux c'est qu'il n'y a que le gras qui est stocké sous forme de gras. Exactement. Ouais. Et donc à ce moment-là, il va le mettre dans les cellules spécialisées qui sont les adipocytes. Mais un moment, eh bien, il n'y a plus de place. Et à ce moment-là, le sucre va circuler dans le sang. Et dans votre locomotive, vous commencez à avoir du charbon dans le circuit d'eau. Mais la question, c'est de savoir si le fait de consommer plus de sucre, ça nous ferait vieillir plus vite qu'on ne vieillit naturellement. C'est ça, en fait, la question. Écoutez, c'est simple. Si vous ne brûlez pas le sucre que vous consommez, à ce moment-là, il va se glyquer. Vous avez présenté l'émission en disant ça. C'est ce qu'on appelle la glycation. C'est quoi la glycation? On verra tout à l'heure. Voilà. Parce que si on dit maintenant... Oui, exactement. Ouais. Exactement. Non, parce qu'il y a la glycation et il y a la protéine glyquée. Voilà, exactement. Il y a deux choses. Alors là, voilà. Ouais. Et en fait, ce processus est lent. Mais le fait de glyquer, c'est-à-dire d'avoir toujours du sucre qui encombre vos cellules, qui encombre vos protéines, eh bien, ça ne va pas leur permettre de travailler convenablement. Parce que le sucre, on en a besoin. Faut pas le diaboliser non plus. Notre organisme en a besoin ou pas? Écoutez, il y a 2 siècles, il n'en avait pas besoin, puisqu'il n'y en avait pas. Donc, on a bien vécu jusqu'à maintenant. Et en fait, si vous avez 6 à 8 mètres de tubes digestifs, un estomac, un foie, et ainsi de suite, c'est pourquoi? C'est tout simplement pour transformer des graisses animales qui viennent de la chasse et des protéines en sucre. C'est bien ça le point important. Donc en fait, tout notre tube digestif, je dis bien tout notre tube digestif, il a pour vocation bien entendu d'absorber des vitamines, d'absorber des minéraux, mais bien entendu surtout de le transformer en glucose. Et pourquoi il le transforme en glucose? Parce que le glucose, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas le carburant de l'organisme. Le glucose rentre dans un cycle biochimique. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est pas le glucose qui fait tourner le cerveau. On ne brûle pas du glucose, on brûle de l'ATP. C'est-à-dire on rend le glucose dans un cycle, et dans ce cycle, on forme de l'ATP, c'est-à-dire l'adénosine triphosphate, et c'est elle qui est utilisée pour faire l'énergie. Donc vous voyez bien. L'ATP, oui. Voilà. Donc en fait, on dit toujours c'est le carburant. Non, c'est pas le carburant. C'est-à-dire qu'avant, c'était le fructose qui était transformé en glucose, qui donnait notre énergie. Non, c'était les graisses et certaines protéines qui sont transformées en glucose pour donner l'énergie. Et puis après est venu, en été, vous aviez du fructose, parce qu'il y avait des fruits, ou sinon il n'y avait pas d'autre chose. Et à ce moment-là, il était transformé en glucose par le foie, et vous donnez de l'énergie. Mais le reste du temps, vous n'aviez pas de sucre directement. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas besoin, notre corps, notre organisme n'a pas besoin de sucre pour vivre. Et il n'a pas besoin de sucre. Et d'ailleurs, c'est quoi les gens qui font du régime cétogène? Ils ne mangent pas de sucre du tout. Ils sont vivants. Mais bon, aujourd'hui, c'est très difficile de faire un vrai cétogène. Parce que le sucre, il y en a absolument partout. Et je ne veux pas dire qu'il ne faut pas du tout en manger. Je vous dis, c'est un ami. Un ami, vous le voyez de temps en temps, vous discutez avec lui, vous l'appelez, vous le voyez, vous lui serrez la main, vous lui faites une bise, vous allez boire un coup, vous allez manger. Mais vous n'êtes pas tout le temps collé avec lui. Le problème du sucre aujourd'hui, c'est qu'il est collé, il est partout. Même des cornichons salés, ils sont dans un pot où l'eau est sucrée. Donc à un moment, voilà. Mais pourquoi? Parce que le sucre est un extraordinaire exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il couvre les acidités des aliments et il permet aux industriels justement d'avoir un goût agréable et un goût de j'y reviens parce que j'en ai envie. Parce qu'il y a aussi quand vous mangez du sucre, sur le bout de la langue vous avez des capteurs et ces capteurs vont aller faire de la dopamine à une glande qui s'appelle le centre de la récompense. On en a souvent parlé à cette antenne, qui est le noyau accumbens. Et le cerveau, il adore cette hormone qui est la dopamine. Il adore ça. Voilà. Donc dès que vous mangez un peu de sucre, hop, un peu de dopamine. Alors ça vous dit, c'est pas mal ça, ben, j'en reprends. Vous avez déjà vu quelqu'un prendre un paquet de bonbons et en manger qu'un? En général, on en mange au moins deux, parce qu'on a envie d'y revenir. Et puis après, ou le paquet de gâteaux, et on y revient ainsi de suite, parce qu'en fait, l'homme, c'est un survivant. Il a survécu à des centaines de milliers d'années de disette. Je rappelle qu'il y a encore un siècle, tout le monde se levait le matin en se disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ou donner à mes enfants à manger au midi?
Il y a encore des gens, malheureusement, qui sont dans cette situation. Mais donc, c'était une obsession. On était des gens qui savaient garder des calories, épargner. Et quand il y avait du sucre, on se battait pour un figuier. On se battait pour un figuier. Et essayez avec les navets, vous verrez, si vous commencez à manger un navet, vous vous arrêtez vite. Ah oui, enfin, ça dépend. Il y a des navets, les navets à larissa, par exemple, c'est très très bon. Ah oui, vous voulez qu'on en parle? Non. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas s'arrêter de manger des navets à la harissa. Non, moi j'adore ça, donc voilà. C'est mon péché mignon. Donc on a un nouveau péché du docteur Alouche, voilà. Les navets à la harissa. Voilà. Et avec sur ce plateau le docteur Réginald Alouche. Je rappelle, Doc, que vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. D'ailleurs, c'est même aujourd'hui votre mission de prévenir et de répéter les messages anti-diabète. Ah oui, parce qu'en fait, entre un diabète avéré et installé, et un prédiabète qu'on combat, eh bien, les coûts sont incroyables pour la société. C'est 40 fois plus cher une maladie. La prévention ne coûte pas grand-chose. Le problème, c'est que la prévention, elle demande du temps. Et aujourd'hui, ce que les médecins n'ont plus, c'est le temps. Voilà. Donc, qui va faire cette prévention ? Alors, il y a des vidéos comme ce que vous faites, et je vous en remercie. Moi, je fais des lives sur Facebook. D'ailleurs, j'ai fait un live sur ce thème-là parce que je pense que c'est important. Parce qu'au fond, la prévention, qui l'assure aujourd'hui ? Qui ? Pas grand-chose. Il y a des revues, il y a des Santé Magazine, il y a des revues comme ça, mais au fond, la prévention, c'est plutôt un thème d'action politique, mais c'est pas un thème d'action pratique, si j'ose dire, parce qu'il n'y a personne pour la faire. Disons qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui existent et des médicaments pour les soigner. Exactement, parce que c'est le système. Vous savez qu'en France, on est dans un système inspiré du système bismarckien. Vous connaissez un petit peu le Bismarck. Voilà, Bismarck, c'était le roi de Prusse. C'était le roi de Prusse. C'était celui avec le casque pointu. Exactement. Et comme la Prusse avait une armée, c'était un peu la nouvelle Sparte, la Sparte moderne. Et cette armée, Bismarck a inventé la prise en charge soit du décès, soit des blessures. Donc en fait, quand vous aviez un militaire prussien, c'était donc avant 1870, puisque c'est malheureusement en 1870, il y a eu un premier conflit. Ça s'est mal passé pour nous. Et en fait, les familles la veuve recevait une pension, et s'il était blessé, ils assuraient la prévoyance et les frais. Donc ça, c'est Bismarck. Donc il payait la maladie, en fait, il payait la souffrance, en fait, il payait le traitement. Et puis vous avez un autre système, qui est le système beveridgien, qui est plutôt anglo-saxon, qui est les Lloyds, vous savez, la fameuse compagnie d'assurance, qui dit, moi je préfère prévenir parce que ça me coûtera moins cher après. C'est le pragmatisme anglo-saxon. Et donc on est toujours à hésiter entre un système bismarckien, qui est aujourd'hui vraiment le nôtre, c'est-à-dire on rembourse la maladie, et système beveridgien, où on fait de la prévention pour ne pas que les gens tombent malades. Donc il y a d'ailleurs dans les sociétés primitives, vous aviez des chamans ou des guérisseurs qui avaient en charge un village, et il fallait qu'il ne tombe pas malade. Donc il s'en occupait, donc il allait faire le tour, et sa vie il était payé à l'époque en nature, bien sûr, avec on lui envoyait on le nourrissait, on le logeait, mais il s'occupait de la santé, de la prévention. C'était vraiment de la prévention. C'était vraiment de la prévention, avec très peu d'outils, mais ça marchait. Alors, docteur Alouche, on connaissait l'hémoglobine glyquée dont vous nous avez beaucoup parlé dans cette émission. Oui. Maintenant, il y a la protéine glyquée. Oui. Shkoun. Shkounada. En fait, vous avez dans votre sang, tout le temps, une glycémie à jeun qui est toujours la même, qui est normalement, je vous le rappelle, comprise entre 0,75 g par litre et 1 g par litre. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a toujours du sucre qui circule, parce que si le cerveau n'a plus de glucose pour le nourrir, et ben à ce moment-là, vous tombez en syncope et vous avez un malaise, et puis vous pouvez même avoir un coma. Donc, en fait, il y a toujours cette glycémie de base. Voilà. Mais donc, comme il y a une glycémie de base, il y a du sucre qui circule dans votre sang de base. Et ce sucre, il va se marier, il est transporté comment ? En fait, il est transporté dans le sang, mais il y a une partie du sang, vous savez que dans le sang, vous avez des globules. Ces globules sont rouges parce qu'ils transportent de l'oxygène. C'est simple, vous respirez, l'oxygène passe dans vos poumons, il va dans les globules deviennent rouges. C'est pour ça que le sang artériel est très rouge, parce que plus vous avez d'oxygène, plus il est rouge. Et ensuite, il va dans les organes, et les organes remettent leur gaz carbonique, et puis il revient un peu rouge sombre, rouge noir, c'est le sang veineux. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc pour transporter cet oxygène, il y a de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine très longue qu'on met dont l'acronyme c'est HB.
d'accord ? Eh bien, il y a une partie de cette hémoglobine, dans les globules rouges, qui va se marier avec le sucre. Donc, il y a une petite molécule de sucre qui va se marier avec une fraction spécifique de l'hémoglobine, c'est la fameuse fraction A1C. C'est pour ça que quand vous regardez vos résultats d'analyse, on voit hémoglobine glyquée, c'est-à-dire avec du sucre, gluc, sucre, glucose, et le petit acronyme, c'est HB, hémoglobine, A1C, la fraction A1C qui marie. Et donc, si vous l'avez comprise entre 4 et 5,7%, c'est un pourcentage de l'hémoglobine qui est glyqué, qui est marié, eh bien à ce moment-là, c'est la normalité. Je rappelle, ensuite 5,7% à 6,4%, c'est le prédiabète, qui est réversible toujours. Et ensuite, de 6,4 au-dessus, c'est le diabète de type 2 installé. Pourquoi c'est intéressant d'avoir cette hémoglobine glyquée ? C'est parce que la durée de vie d'un globule rouge, c'est 3 mois en moyenne. Globule rouge, c'est fabriqué par la moelle osseuse. Ça circule 3 mois, et puis après, ça passe dans la rate et c'est détruit. Donc en fait, quand on mesure l'hémoglobine glyquée, on mesure quoi ? On mesure 3 mois de glycémie moyenne. Voilà. C'est génial. Donc, quand je vous fais une prise de sang, le matin, on va avoir une glycémie à jeun. Mais c'est one shot. C'est la glycémie du jour. Elle va dépendre de pas mal de facteurs. Elle va dépendre de comment votre foie fonctionne. Elle ne dépend pas du repas de la veille. Parce que comme vous êtes à jeun, le repas de la veille, il est passé. Au bout de 7-8 heures, c'est fini. Mais si vous avez, par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui posent ces questions, lorsque vous avez une glycémie à jeun qui est augmentée, ça veut dire simplement que votre foie libère trop de sucre le matin. Donc, c'est une petite indication. D'accord. Alors que l'hémoglobine glyquée, elle prend en compte donc, les 3 derniers mois. Voilà. Donc, elle est plus, d'une certaine façon, elle est plus parlante. Elle est presque plus juste. Absolument, Philippe. Donc, vous pouvez très bien avoir une glycémie à jeun augmentée, vous vous affolez, mais votre glyquée, elle est normale. Ça veut dire qu'en gros, dans la journée, le truc est truc. Il n'y a que le matin où il y a un phénomène particulier, vous savez comment ça se passe. Le matin, il est 5-6 heures, le noyau suprachiasmatique, on avait fait une émission là-dessus. C'est à côté des yeux que vous montrez à la radio, là. Voilà, qu'on montre à la radio, il y a un petit noyau derrière les yeux, qui est derrière le nerf optique, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est des mots, les noms de cerveau, c'est toujours un. Et à ce moment-là, il détecte de la lumière, ou il a un rythme, et ce rythme-là, il va envoyer une information aux glandes surrénales pour faire du cortisol. Le cortisol plasmatique qui va dans le sang va réveiller le foie. Il va réveiller tout le monde, en fait, le cortisol. Le matin, c'est pour ça qu'on dose le cortisol le matin. C'est pour savoir, parce que les gens fatigués, souvent, ils n'ont pas assez de cortisol. Donc, il réveille le foie. Et le foie, la première chose qu'il fait, on se prépare à la guerre, je mets mon armure et je libère de l'énergie, du sucre. Dès qu'il libère du sucre, le pancréas, le pote d'à côté, il fait de l'insuline et il régule. Et puis, il y a des gens, ils libèrent le sucre. Et bien, à ce moment-là, il reste. Donc, c'est pour ça que vous pouvez très bien avoir une glycémie à jeun le matin élevée et une hémoglobine glyquée sur 3 mois, normale. C'est pour ça qu'on vous demande systématiquement les 2 chiffres. Oui, parce qu'un chiffre, ça ne veut rien dire du tout. Bon, bien entendu, si vous êtes un sportif de 30 ans ou une sportive de 30 ans, que tout va bien et que machin et que tout, franchement, vous avez une glycémie à jeun qui est normale, ça va. Si elle est augmentée, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que votre foie n'entend plus l'insuline. Il devient un tout petit peu résistant à l'insuline. Ce n'est pas grave sur le moment, mais au bout de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Il va demander au pancréas de travailler pour faire de l'insuline qu'il n'écoute pas. Donc le pancréas crie de plus en plus fort jusqu'au moment où le pancréas n'a plus de voix. Et bien à ce moment-là, c'est le début du diabète. Alors on va accueillir Farida qui est avec nous. Farida, bienvenue. Bonjour. Bonjour Farida. Bonjour Farida. Bonjour. Moi en fait j'ai un problème de santé. En fait j'ai une fibrose biliaire aiguë. Oui. Et je veux savoir qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour éviter d'aggraver ou d'avoir une alimentation qui fait que mon foie va pas être détruit. Alors, en fait. Donc vous avez une fibrose hépatique en fait, c'est votre foie. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc en fait, la fibrose, est-ce que je peux vous demander comment est-elle diagnostiquée, par un fibroscan, par quoi, En fait, non, parce qu'un jour je suis tombée, je pouvais plus me laver, je pouvais plus m'habiller, les vêtements me brûlaient, j'ai eu des démangeaisons, des boutons dans les jambes qui me... D'accord. Donc vous avez, je vois très bien. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Vous n'avez pas de fibrose hépatique en fait. Vous avez une sécrétion biliaire inadaptée, on va dire. C'est ça ?
Ouais, ça doit être ça. Oui, voilà, c'est pour ça. J'ai jamais entendu parler. Alors là, docteur Alouche, les selles jamais. biliaires, horrible, hein. quand on a des selles biliaires, trop de selles biliaires, on a justement beaucoup de démangeaisons et ainsi de suite. C'est ça. Je ne pouvais plus m'habiller, ni quoi que ce soit. La peau devient, on a l'impression de se brûler et on se gratte beaucoup surtout. Elle a été détruite, ma peau. Voilà. Et au niveau de la vésicule biliaire, il s'est jamais rien passé. On a exploré votre vésicule. Non, on m'a juste parlé du foie, on m'a pas parlé d'un... D'accord, non, mais c'était pour savoir s'il y avait aussi un problème au niveau de la vésicule. Mais en gros, quand on a ce type de problème, en fait, la réalité, c'est que les selles biliaires, ils sont sécrétés pour justement absorber les graisses. Alors, je ne sais pas, là c'est au-delà de mes compétences, parce que je ne connais pas votre cas, je ne connais pas votre dossier, et vous dire aujourd'hui, mangez moins gras, je ne sais pas si ce serait très très adapté, parce qu'ils vous ont donné quel traitement ? Ils m'ont donné de Béfazil, Usurlevant, oui. Et c'est tout. Et c'est tout, oui, c'est ça. Donc, ils compensent la sécrétion de sels biliaires, la trop grosse sécrétion. Pourquoi on appelle ça sels biliaires ? Pourquoi sels ? Parce que ce sont des sels qui sont dissous, qui vont dans l'intestin, sous forme de sel, pas au sel avec un S, et qui vont aider justement à la digestion. Et c'est très abrasif, agressif et urticant. C'est pour ça que quand vous en avez trop, à ce moment-là, vous avez toutes ces démangeaisons et vous avez des problèmes de peau qui sont liés à cette sécrétion de sels biliaires. Mais dans votre famille, vous êtes la seule ? Ouais, je suis la seule parce qu'en fait, elle me dit, l'hématologue, elle me dit j'ai dû prendre trop de Doliprane, d'Afalgan et tout ça. Et c'est un cumul qui fait que j'avais ça depuis 20 ans. Oui. Et ça s'est réveillé là, comme ça, du jour au lendemain. C'est il y a un an. Oui, d'accord. Et ça vous gratte toujours ? Vous êtes toujours en train Non, les dermatos, elle est choquée parce que ma peau, elle est revenue à la normale alors que j'avais des séquelles, des traces et tout. Mm-hmm. Et là, au final, tout va bien. Je fais juste tous les 6 mois une prise de sang. Oui. Je fais un fibroscan et une échographie, une radio des poumons, pardon. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, au niveau conseil alimentaire, franchement, je ne vois pas vraiment, à part pas trop manger gras, parce qu'en fait, plus on mange gras, plus on a besoin de sels biliaires. Mais votre sécrétion de sels biliaires, il me semble qu'elle est un peu indépendante parce que je pense que lorsque vous avez eu vos crises, est-ce que vous aviez changé votre alimentation ou pas ? Non, elle m'a dit que c'est pas du tout par rapport à l'alimentation, mais c'est par rapport aux médicaments que j'ai pris pendant X années en fait. Exactement, parce qu'il y a des médicaments qui sont hépatotoxiques, et on l'oublie. Alors, il y a des communications qui ont été faites ces dernières années, notamment sur le Doliprane. Doliprane est un très bon médicament, mais au-dessus de 2 grammes, il faut faire attention. Alors que les gens, en général, ils en prenaient au kilomètre. Voilà, exactement. Moi, je prenais beaucoup d'Afalgan, Doliprane. Mais pourquoi vous preniez autant d'Afalgan, Doliprane ? En fait, je suis une femme qui éprouve souvent des migraines ou des règles douloureuses, donc je prenais jusqu'à ce que ça calme. Vous en preniez combien ? Vous en prenez 3, 4 J'en prenais 6 à l'époque, et elle m'a dit c'est un cumul en fait, et à la fin elle m'a expliqué que le foie à un moment donné il a explosé en fait, et c'est ça qui a déclenché la crise en fait. Oui, le paracétamol est un excellent médicament pour justement la fièvre, les douleurs, mais il est hépatotoxique à haute dose. Donc c'est la molécule du Doliprane. C'est la molécule qu'on trouve dans beaucoup de d'Afalgan, on trouve en association avec l'aspirine, on trouve dans beaucoup de molécules de médicaments, mais effectivement le drame c'est l'hépatotoxicité. Et j'ai aussi une sarcoïdose. Ah, d'accord, vous avez aussi une sarcoïdose, ok. Et elle est à quel niveau aujourd'hui ? Là, ça va, elle est surveillée, donc ça n'a pas bougé. Je me suis fait opérer au niveau du cou, ils ont été chercher les ganglions, ils ont analysé, et puis en fin de compte, ils m'ont dit ça a surveillé en fait. Oui, écoutez, ça peut revenir, donc j'ai pas de traitement. Franchement, c'est très très bien, parce que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez quand même 2 pathologies qui sont pas simples. En tout cas, je vous souhaite. Mais l'alimentation, franchement, dans votre cas, apporterait peu de choses, si ce n'est ne pas compliquer tout ça par un diabète. Donc, ayez une alimentation équilibrée, pas trop sucrée. Pas le sucre. Si vous n'avez pas le sucre, ça va, parce que si vous avez par-dessus votre sarcoïdose plus votre problème de fibrose hépatique et un diabète, ce serait compliqué. Par contre, il m'a interdit, le médecin, de manger tout ce qui est lait, laitage, yaourt, par rapport à la sarcoïdose. Oui. C'est ça qui a déclenché ma sarcoïdose. Je ne sais pas si ça l'a déclenché, mais en tout cas, c'est un facteur aggravant. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, merci. Merci de votre confiance, Farida. Merci. Prenez soin de vous. Allez, d'autres appels dans un instant.
On va aussi parler de la glycation et des gros mots, parce qu'il y a plein de gros mots difficiles aujourd'hui. Oui, il y a la séquestration splanchnique. Oui, splanchnique. Splanchnique. Ah oui, alors ça, on en parlait tout à l'heure. Je sais que vous êtes très impatients tous de savoir ce que c'est. Voilà, on va prendre vos questions dans un instant. Merci de votre patience au 01 53 48 3000. Mais la question que je posais au docteur Alouche tout à l'heure en début d'émission, c'est est-ce que le sucre fait grossir ? Et nous allons parler donc de ce phénomène de la glycation que Manuel Mariani, spécialiste de cuisine, connaît bien. Oui, la glycation, c'est... pour les gens, pour les chefs et pour les gens qui font de la cuisine ou des boulangers ou des pâtissiers, ça s'appelle la réaction de Maillard. C'est-à-dire que dès que vous prenez un sucre et que vous commencez à le cuire, eh bien, il commence à devenir brun. Vous savez, il a une couleur un peu de caramel. C'est les brioches, par exemple. Les brioches, c'est la réaction de Maillard. La croûte du pain. La croûte du pain, c'est la réaction de Maillard. Et en fait, la réaction de Maillard, c'est tout simplement la glycation. C'est-à-dire que il y a du sucre qui s'est marié avec les éléments du pain, avec les éléments de la brioche, avec les éléments, et ça s'appelle la glycation. Glycation, glucose, sucre, ation, association. Donc c'est l'association du sucre à un élément. C'est ce qui se passe dans notre organisme alors. Eh ben, dans notre organisme, comme je l'ai expliqué, lorsque vous avez de l'hémoglobine glyquée, c'est de la glycation. Et donc, quand le sucre est en quantité normale, c'est normal d'être glyqué, d'être un peu glyqué, mais si vous en avez beaucoup, eh ben à ce moment-là, le sucre va commencer à glyquer de plus en plus de cellules et de plus en plus de protéines. Par exemple, on en a beaucoup parlé pour la peau, parce que c'est très à la mode en ce moment, la glycation pour la peau, c'est vous qui me l'avez appris, donc voilà. J'ai regardé les publications, je vous ai expliqué que j'ai regardé le mot, j'ai regardé les publications, notamment des laboratoires, qui disent qu'un des processus de vieillissement de la peau, c'était la glycation. Oui, la peau, elle a besoin d'eau, mais elle redoute le soleil à forte dose et le sucre à forte dose. Parce qu'à ce moment-là, le soleil, on comprend, ça fait ses peaux fripées, ses peaux un peu cartonnées, mais c'est la même chose avec le sucre, parce que, en fait, comment la peau se régénère ? Vous avez des cellules spécialisées qui s'appellent les fibroblastes, qui vont faire de la peau, jusqu'à la couche cornée, jusqu'à la peau, le derme et l'épiderme. Eh bien, si c'est glyqué, si dans ces cellules fibroblastiques, il sort des protéines avec du sucre, vous avez compris que une partie de la protéine va pas être très très efficace. C'est comme si vous construisiez un mur avec des briques qui ont déjà un tout petit peu de ciment séché dessus. Votre mur, il va avoir une drôle de tête. Plutôt que de mettre du ciment frais, les briques, vous mettez des briques que vous réutilisez d'une maison que vous avez déjà utilisée, détruite. Donc en fait, votre mur, il va être un peu de guingois, il va pas être beau. C'est exactement ça, la glycation. La glycation, c'est une brique qui a encore un peu de ciment attaché de l'ancienne construction. Et comment on lutte alors contre cette glycation à l'intérieur de soi ? Pour lutter contre la glycation, il faut arrêter d'en apporter trop. J'ai pas dit pas du tout. Le problème de tous les messages, c'est de dire plus de sucre. Ça n'a aucun sens, plus de sucre. Alors la diète sucrée, par exemple ? C'est-à-dire, c'est quoi la diète sucrée ? On arrête tout le sucre ? Alors ça cartonne. La diète sucrée, oui. En ce moment, c'est dingue, j'apprends avec vous. Non, c'est pas vrai. On en a parlé. Je vous en ai parlé il y a quelques mois. Je disais, mais qu'est-ce que vous pensez de la diète sucrée ? Il y a une fille qui a écrit un bouquin sur la diète sucrée. Je crois qu'elle en a vendu 1 million. Ah non, la détox sucrée. Ah non, c'est la glucose révolution. Oui. Ah oui, Achopsé, oui. Madame Achopsé. Écoutez, elle dit simplement des choses évidentes et elle a raison. Moi, je suis désolé. Moi, je trouve le livre très bien. C'est que, en fait, moi, je l'aurais pas écrit comme ça, mais je le trouve très bien. Ouais. C'est-à-dire que il faut avoir une vision raisonnable des sucres que vous allez avaler. Je m'explique. Il y a des gens, ils vont manger du pain. Et leur glycémie, elle va sauter en l'air, comme ça. Et si elle monte comme ça, ça fait de l'insuline. Et si elle fait de l'insuline, à ce moment-là, on grossit. Puisque l'insuline, je le rappelle, c'est une hormone qui va permettre de faire entrer le sucre dans les cellules, mais qui va stocker le sucre non utilisé dans les adipocytes. Donc, il y a trop de sucre. Voilà. Et il y a des gens qui vont manger du pain, et puis ça ne va pas augmenter. Par contre, le même, il mange des petits pois, lui, il augmente, alors que l'autre... Et donc, en fait, c'est quoi ? C'est essayer de comprendre dans son organisme comment on réagit au sucre. Et on est tous très différents dans ses réactions au sucre. Donc elle promeut en fait le fait de manger des sucres qui vous vont. Donc voilà, donc moi je suis pas alors franchement, je veux dire sur la durée ça parce que souvent quand je vous ai interrogé sur ce type de démarche, vous me dites oui mais est-ce qu'on peut la tenir dans la durée ? Non, le problème de tenir dans la durée, c'est lorsqu'on fait un régime. Soit on fait un régime pour maigrir. Et à ce moment-là, si on veut maigrir, ça veut dire que les entrées sont inférieures aux sorties. Donc, on a faim.
Voilà, donc il faut adapter son régime pour pouvoir avoir des éléments qui vont couper la faim, des oléagineux, prendre des amandes, des noix, des machins, des trucs. Voilà. Mais dans le cadre d'une diète, d'une nouvelle façon de manger, effectivement, elle a absolument raison quand elle dit si le pain vous fait monter comme ça, arrêtez le pain. C'est plein de bon sens. Ou, en tout cas, prenez le pain au moment où vous allez être sûr de le brûler. Moi, par exemple, dans mes préconisations, je préconise de le manger le matin, parce que le matin, le pain, que vous réagissiez bien ou pas, de toute façon, vous allez le brûler. Par contre, le soir, quand vous allez être dans votre canapé en regardant la télévision parce que vous êtes épuisé de votre journée de travail, si vous avez mangé beaucoup de pain et que vous avez un pic comme ça, vous avez traversé, vous allez stocker. Tout ce qui est mangé le matin est brûlé, tout ce qui est mangé le soir est stocké. Bravo. Et Larbi est au téléphone, docteur Alouche, c'est pour ça que je vous fais des signes. Oui, 0153 48 3000. Je vois vos bras qui s'agitent. Oui, vous avez vu ça, hein. Larbi, vous me faites m'agiter. Bonjour, bienvenue Larbi. Bonjour Philippe, bonjour docteur. Bonjour. Oui, voilà, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai un diabète qui est assez élevé. Je vous explique. Par exemple, ce matin, j'étais à 2,35 à jeun. Oui. Et j'ai les hémoglobines glyquées, la dernière prise de sang, 9,8. 9,8. Et votre médecin vous a donc donné, je suppose, des traitements? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a donné? J'ai du Novo Rapide. Oui. Ah, vous êtes passé à l'insuline? Ah oui, ça fait des années. Ça fait combien de temps que vous avez votre diabète, monsieur? Une quinzaine d'années au moins. Une quinzaine d'années, d'accord. Et vous avez donc du rapide et vous avez probablement une lampe le soir. J'ai le Tresiba. Oui, voilà, le Tresiba, d'accord, qui est une Tresiba, le Novo Rapide. Oui. Et j'ai le Trulicity, on va rajouter, à 4 mg et demi. D'accord. Une fois par semaine. D'accord, Trulicity, voilà. Donc en fait, en traitement, vous avez Trulicity qui est un agoniste du GLP-1, hein, donc c'est ce traitement, voilà. Et vous avez une insuline pour simuler en fait l'activité de votre pancréas. Est-ce que vous faites de l'exercice physique, monsieur? Pas trop. Là, je suis en retraite depuis 2 ans et de ce côté-là, je déconne de 2 choses. Le sport et l'alimentation. Voilà. Vous êtes un excellent médecin pour votre diabète, vous avez compris ce qui ne va pas. Ah oui, tout à fait, oui. Je suis addictif au sucre, complètement addictif au sucre. Ah, voilà. Le premier traitement du diabète, je dis bien le premier traitement du diabète, c'est l'activité physique. Moi, je considère mes patients, je leur dis, le coach que vous allez avoir dans les salles de sport, parce que dans les salles de sport, aujourd'hui, les coachs, ils sont très bien formés. C'est plus que ça a été. Vraiment, maintenant, ils sont très bons. Moi, je dis, le coach, il est pratiquement aussi, voire plus important que moi. Parce que quand vous allez faire de l'exercice, Larbi, ce qui va se passer, c'est que vos muscles, ils vont commencer à être moins résistants à l'insuline, ils vont utiliser le glucose que vous mangez, puisque vous aimez beaucoup le glucose, et à ce moment-là, il va laisser votre pancréas, qui doit encore avoir un tout petit peu d'insuline à faire, il va commencer à le mettre un petit peu au repos. Il va aussi aider votre foie, quand vous faites de l'activité physique et que vous augmentez le débit cardiaque, vous permettez à votre foie de se détoxifier du sucre qu'il a stocké dans sa propre matrice. Et vos addictions, je le sais, parce que normalement, c'est une demi-heure de marche tous les jours. Non, il faut du cardio. La marche, c'est très bien, bravo, mais il faut que vous fassiez du cardio. Vous êtes à la retraite, Larbi? Oui, je suis à la retraite. Oui. Voilà. Et 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, c'est peut-être pas assez. Hein, non, mais c'est même, il faut faire du cardio 3 fois par semaine. Et si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, commencez par 3 fois 10 minutes, après 3 fois un quart d'heure, et puis après 3 fois. Ne vous faites pas mal parce que vous devez avoir plus de 60 ans puisque vous êtes à la retraite. Oui, j'ai 64 ans. Oui. 64 ans. Et donc, si ça fait 2 ans que vous êtes à la retraite, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'exercice. Commencez doucement, mais faites-le, s'il vous plaît, Larbi. Vous allez voir, ça va vous changer la vie et surtout, ça va vous permettre d'acheter des dizaines d'années après 70 ans. Ah ben, c'est ce que j'espère. Hein. C'est ce que mais le cardio, je le fais dans une salle ou chez moi? Je vais vous dire, l'avantage d'une salle, c'est que vous avez rendez-vous avec un coach, vous avez des gens qui ont le même problème que vous. Chez soi, c'est très difficile de se motiver. Oui, puis il y a la motivation. On a toujours plein de choses à faire. Ah, un truc que j'ai pas rangé, un truc, machin et truc. Et il faut vraiment... Aujourd'hui, vous avez un nouveau job, Larbi. Votre nouveau job, c'est d'avoir une belle retraite. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une retraite si elle n'est pas belle. Pour qu'elle soit belle, il faut que vous soyez en bonne santé. Et je vous rappelle, et votre médecin il vous l'a probablement dit, le diabète,
il faut que la glyquée, elle descende à moins de 7%. Pourquoi ? Oui, mais c'est ce que vous dites, 6,5, 7. Voilà, parce qu'à 6,5, 7, il ne détruit plus, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins, les vaisseaux sanguins. Et vous savez que les vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on a de plus précieux après 60 ans. Parce que quand ils se bougent... Justement, c'est que j'ai des neuropathies au niveau des jambes maintenant. Et ben voilà. Au niveau des pieds. Donc l'Arbi, c'est très important. Occupez-vous de vous. Vous êtes votre médecin. Il faut que vous commenciez... Quand vous avez une pulsion de sucre, l'Arbi, l'après-midi, à ce moment-là, vous allez prendre une amande et vous allez la ronger. Vous allez dire à votre cerveau, allez, tu veux quelque chose, d'accord, mais je ne vais pas te donner de chocolat, je ne vais pas te donner de gâteau, je ne vais pas te donner de machin, je vais te donner autre chose. Il faut que, maintenant, c'est votre nouveau job, l'Arbi. Il faut que j'y arrive. Vous avez travaillé toute votre vie pour votre retraite, pour être tranquille. Vous avez du temps. C'est pas pour passer votre temps dans les hôpitaux. Donc, exactement. Je suis arrivé à arrêter de fumer, donc il faut que j'arrête. Bravo. Maintenant, vous allez d'abord suivre vous demandez à votre médecin ou à une diététicienne un bon paradigme alimentaire, une nouvelle habitude alimentaire. C'est votre nouveau métier. Vous allez manger plus de légumes que de féculents. Vous allez faire vos courses. En plus, vous habitez visiblement, avec votre accent, vous habitez dans le sud, l'Arbi. Oui, je suis près d'Avignon. Voilà, sublime. Alors, vous avez vraiment des marchés extraordinaires. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Les légumes, vous préparez, vous prenez des Tupperware, vous les préparez, vous les mettez au congélateur, vous vous occupez de vous. La chose la plus importante que vous ayez, l'Arbi, aujourd'hui, vous avez votre retraite, vous avez bien mérité votre retraite, vous avez travaillé toute votre vie, c'est votre santé. Et personne s'en occupera mieux que vous et votre médecin. Donc allez-y et faites de l'exercice. Exact, mais je vous remercie beaucoup, docteur. Écoutez, l'Arbi, on pense je à vais vous. m'y remettre. Allez-y, mais vous savez quoi ? Vous prenez votre calendrier sur la semaine, vous mettez les horaires, vous mettez quand, vous remettez un squelette d'organisation à votre vie. Parce que le problème de la retraite, et on le voit aujourd'hui... C'est qu'on n'a aucune obligation. Exactement. Et alors quand donc, on a aucune obligation... c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. La première année, on se dit, c'est chouette, je peux me lever quand je veux. Mais après, j'ai mal à la tête. J'ai mal au dos. Parce qu'on pense plus qu'à soi. On est soi avec soi. Pour ça... oui, c'est ça. En grossier, voilà quoi. C'est ça, voilà. Donc voilà, allez-y, l'Arbi. Vous êtes jeune. Parce qu'aujourd'hui, avoir 64 ans, c'est jeune, je suis désolé. Ah non, c'est jeune, oui. C'est jeune, votre espérance de vie, si Dieu veut, c'est de 87 ans. Donc, vous en avez encore pas mal à faire. Alors, faites-le en bonnes conditions, s'il vous plaît. Mais merci beaucoup, docteur. Et donnez de vos nouvelles, l'Arbi. Oui, je vous donnerai des nouvelles. Merci beaucoup. Vous aurez remis le pied à l'étrier. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. L'Arbi. Bonne continuation. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors, je rappelle que vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net, l'émission qui est disponible partout sur toutes les plateformes. Et la séquestration Splanchnik ? Tiens, la prochaine fois. D'accord, on parlera de ça alors. Ah oui, non, bien sûr. On fera une émission que sur la séquestration. Ah oui. Et vous reverrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.